L'ancien président de la République française, François Hollande, est actuellement en tournée africaine, tournée qu'il démarre par Nouakchott où il nous a accordé l'entretien exclusif que voici. François Hollande, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez maire de Tulle, député et président du Conseil général de Corrèze, premier secrétaire du Parti socialiste et surtout, vous êtes ancien président de la République française. Et donc, c'est à ce titre, pendant votre mandat, que vous avez eu quelques décisions assez difficiles à prendre. Le 11 janvier 2013, vous avez répondu favorablement à un appel du président Dounkouara Traoré pour l'aider à dégager sa capitale qui était menacée par le terrorisme. Qu'est-ce qui vous a poussé à répondre favorablement à un appel et à envoyer vos soldats aussi loin de leur base? Lorsque j'ai pris cette décision, j'avais déjà des informations depuis plusieurs semaines sur la concentration de véhicules conduits par des terroristes qui étaient stationnés sur une ligne que l'on croyait infranchissable. Et lorsque le président Traoré m'a joint au téléphone, il m'a dit voilà, ils sont en train de franchir cette ligne et d'aller vers Bamako. Je vous demande, me dit le président, de nous apporter un soutien. Parce que nous ne pourrons pas faire face à cette colonne de véhicules s'il n'y a pas une action au moins aérienne qui permettra de l'arrêter. J'ai pris contact, mais j'avais déjà eu ces assurances, auprès du président de l'Union africaine. À l'époque, c'était le président du Bénin qui était à sa tête. Et puis les présidents africains de la région qui m'ont tous dit qu'ils attendaient tous l'intervention de la France. Je savais aussi que l'ONU ne pouvait que encourager notre intervention et qu'il y avait donc de la CEDEAO jusqu'à l'ONU en passant par l'Union africaine un consensus pour que la France puisse être appelée et agir. Donc je ne l'ai pas fait simplement dans une relation bilatérale entre le Mali et la France, je l'ai fait au nom de la communauté internationale. Et j'ai eu à cœur aussi de prolonger cette action et de faire en sorte que ce ne soit pas simplement un coup d'arrêt, mais qu'il y ait une action longue qui puisse être engagée sur l'ensemble du Sahel pour lutter contre le terrorisme. Et nous n'en sommes toujours pas sortis, même s'il y a eu des reconquêtes, même s'il y a eu des victoires, il y a encore des opérations qui sont menées par des terroristes qui justifient que l'opération dite Chamal se soit transformée en opération Barkhane, et aujourd'hui vous la connaissez, et elle porte sur l'ensemble de la zone sahélienne. Avec donc l'aide des pays du G5 Sahel et notamment la force conjointe. Oui, alors ça a été ensuite une volonté commune qu'il y ait une force africaine. Bien sûr que la France sera toujours aux côtés des pays qui l'appelleront, mais l'objectif c'est d'avoir des forces africaines qui puissent agir contre le terrorisme ou contre des agressions extérieures, d'où la création du G5 Sahel. Et maintenant, moi, ce que je recommande, c'est que ce ne soit pas simplement une force qui porte ce nom, mais que ce soit une force réelle, effective, et qu'il y ait des moyens qui lui soient accordés par la communauté internationale. On ne peut pas demander aux Africains de se défendre si on ne leur donne pas aussi les équipements, les formations, parfois l'encadrement qui sont attendus. La philosophie donc cachée derrière l'intervention de la France, c'est d'aider un pays démocratique naissant, de protéger sa démocratie, mais aussi de protéger l'Europe. Oui, c'est un intérêt commun. D'abord, la lutte contre le terrorisme, elle n'a pas de frontières. On savait bien que si les terroristes d'AQMI avaient réussi leur opération sur Bamako, ils l'auraient poursuivi. Rien ne les aurait arrêtés. Et s'ils n'avaient pas pu aller plus loin, ils auraient de toute façon utilisé les bases qu'ils auraient constituées pour agir, y compris contre nos intérêts en Europe. Donc c'est le même problème. D'ailleurs, nous l'avons rencontré ailleurs, ce problème-là. En Syrie, en Irak, quand Daesh s'est constitué, a commencé à occuper un territoire, on en a eu des conséquences en France et en Europe. Donc la lutte contre le terrorisme, c'est une action qui ne concerne pas seulement les Africains, c'est une action globale. Dans votre livre Les leçons du pouvoir, dans le chapitre Décider, vous parlez de ces moments-là, des moments difficiles, et en même temps vous parlez de la tentative de libération de l'otage Denis Alex. Vous étiez doublement pris sur deux fronts différents et vous devez être sur le qui-vive. Comment on peut gérer une telle pression ? Ce soir-là, je m'en souviens encore, si je puis dire comme si c'était hier, il y a eu deux décisions. Celle que j'ai prise pour
arrêter les terroristes dans leur marche vers Bamako. Et là, l'action a été portée très vite et avec succès. Et puis, il y a une deuxième décision, moins connue, qui était de donner mon feu vert pour qu'un commando puisse libérer un otage en Somalie qui était retenu par les Chebabs. Et hélas, cette opération n'a pas pu aboutir. Plus exactement, notre otage a été tué et 2 autres soldats ont été assassinés. Parlons maintenant de la campagne 2012. La campagne n'a pas démarré au Bourget, elle a démarré à Tulle, chez vous. Oui, c'était l'annonce de ma propre candidature. Et surtout le risque que vous avez pris en disant si je ne suis pas élu. Oui, moi j'étais donc président d'un conseil général, c'est-à-dire d'un département, la Corrèze, bien connu parce que c'est une terre de président, si je puis dire. Et je devais mettre mon mandat en question, puisque c'était le renouvellement. Et j'avais annoncé, je dis si je ne suis pas choisi par mes propres concitoyens de Corrèze, comment puis-je aller présenter ma candidature pour le pays tout entier? Ils m'ont permis d'être réélu comme président de conseil général, donc j'ai dit ce soir-là, le soir même où je me suis réinstallé comme président du conseil général de la Corrèze, j'ai dit voilà, maintenant je présente ma candidature pour la République française. Et nous n'étions pas très nombreux, nous étions une centaine là, dans cette salle de Tulle, où toutes les télévisions étaient bien sûr présentes, et où je n'étais pas favori de cette primaire. Il y avait d'autres noms qui à l'époque étaient cités, et je lançais ce mouvement avec grande confiance, parce que peut-être est-ce une leçon, mais avant d'être une leçon du pouvoir, c'est une leçon de candidat. Si on n'a pas confiance en soi, au projet que l'on porte, aux amis qui vous soutiennent, on ne peut pas être président. François Hollande, à ce moment-là, non mais avant, les favoris on les connaît, à l'époque vous étiez à 3%. Sérieusement, à l'intérieur de sa tête, on pense être élu alors que tous les sondages nous donnent 3%. Oui, moi je pensais que j'étais dans une dynamique. Les 3%, c'était déjà de l'histoire ancienne. Je mesurais l'attente qui était portée, l'intérêt que je suscitais. J'avais rassemblé déjà beaucoup d'amis et je me préparais à cette primaire avec l'idée d'affronter à l'époque, c'était Dominique Strauss-Kahn. Absolument. J'ignorais ce qui allait se produire, bien sûr. Et je souhaitais qu'il y ait cet échange démocratique, bien sûr, puisque nous étions dans le même parti. Il n'y a pas pu y avoir avec Dominique Strauss-Kahn, finalement c'était avec Martine Aubry, qui était à l'époque la première secrétaire du Parti Socialiste. Mais j'en avais, je crois, plus envie que d'autres, et j'en avais la volonté, non pas pour moi-même. Je savais la difficulté, je ne pouvais même pas imaginer ce qui allait se produire pendant mon quinquennat, toutes ces crises qui se sont succédées les unes les autres, mais j'avais cette volonté-là d'être celui qui pouvait permettre l'alternance, et elle est venue. Vous n'avez pas eu d'état de grâce, il y a eu les bons moments, il y a eu le discours du Bourget, il y a surtout l'anaphore, un moment marquant de cette campagne. Vous l'avez préparé? Non. C'était totalement improvisé. Oui, dans ce débat donc, de second tour de l'élection présidentielle face au président sortant, Nicolas Sarkozy, une question m'est posée sur quelle est ma conception de la par Laurence Ferrari. Présidence, oui. Elle n'était pas préparée cette question, elle l'a posée parce qu'elle devait le faire ou parce qu'elle sentait que c'était le moment. Et j'ai donc fait cette longue tirade sur moi, président, et en réalité je ne l'avais pas préparé en tant que tel, mais je l'avais rodé, si je puis dire, dans tous les meetings où j'étais allé rencontrer les électeurs, et je leur avais donné ma conception de la présidence. Et le plus intéressant aujourd'hui, c'est quand je relis ou je réécoute cette sortie que je faisais à ce moment-là, c'est que la présidence normale, la présidence qui doit rester humaine tout en étant ferme et forte, eh bien, plus que jamais, elle doit aujourd'hui être la règle du comportement. Y compris aujourd'hui. Y compris aujourd'hui. Un moment, vous racontez toujours dans votre livre, le moment où le docteur Patrick Pelloux vous appelle pour vous apprendre l'attentat de Charlie. Immédiatement, vous décidez de vous rendre sur place contre l'avis de vos officiers de sécurité. Sur place, vous trouvez la dépouille d'un policier français de confession musulmane, Ahmed Merabé. Ça dit quelque chose sur le fait que les musulmans aussi sont victimes du terrorisme, y compris en France. Ce jour-là, avec l'attentat contre Charlie, ils l'ont été aussi à Nice, où il y a de nombreuses personnes à Toulouse,
pouvait être avec confession Imad musulmane. Benziaten, dont la maman fait un travail remarquable dans Bien les sûr. écoles, vous la connaissez. Donc Latifa Benziaten. le terrorisme ne fait pas de distinction entre les religions. Il ne fait pas de distinction entre les couleurs de peau. Le terrorisme veut frapper forcément des innocents. Et ça fait mal au vivre ensemble en France. Et c'est ce que cherche le terrorisme. C'est précisément à nous diviser, que ce soit dans un pays du Sahel, que ce soit en France et en Europe. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas simplement le combattre, il faut essayer d'en éradiquer les causes et de ne pas rentrer dans cette spirale de la surenchère, de la peur et de l'affrontement selon les convictions et les croyances. 1er décembre 2016, vous annoncez ne pas vouloir briguer un second mandat. Actuellement, on est en Mauritanie. Le président de la République a annoncé ne pas vouloir briguer pour le coup un troisième mandat conformément à la Constitution. Et quelques mois nous séparent de l'élection présidentielle. Vous l'avez vu, le président mauritanien, lorsque vous étiez là? Oui, le président Aziz m'a reçu, je le connais bien, puisqu'il a été un de nos partenaires pour l'action que nous avons menée ici dans le Sahel contre le terrorisme. Il a été aussi un allié fiable et il a pris des décisions importantes pour son pays, dans son pays et avec la force G5 Sahel, encore récemment. Et donc moi je lui ai toujours témoigné ma confiance, il a toujours donné de conseils judicieux en insistant sur le fait qu'il y a bien sûr l'action militaire qu'il faut engager, mais il y a aussi l'action politique, l'action de développement qu'il faut absolument mener parallèlement, parce qu'il y a des causes toujours dans les phénomènes de radicalisation ou de terrorisme. Et c'est pourquoi il faut aller au-delà même de la réponse sécuritaire, il faut aller vers la réponse pour traiter les questions qui parfois peuvent, si elles ne sont pas réglées, conduire des femmes ou des hommes à aller vers des solutions ultimes. Sans vous pousser à vous prononcer sur le débat très local mauritano-mauritanien, vous n'êtes pas sans le savoir, l'actuel ministre de la Défense, Mohamed El Ghazouani, est l'un des principaux candidats à succéder à Mohamed Abdel Aziz. Pensez-vous qu'il serait à même de continuer la même politique et la même coopération qui existait avec le président Aziz? Alors d'abord, le président Aziz, comme vous l'avez rappelé, a décidé de ne pas être candidat. Certes, la Constitution limitée à 2, mais on sait que dans certains pays, on change la Constitution pour permettre au président sortant d'être de nouveau candidat. Il s'y est refusé. Et je crois que c'est un geste qu'il faut saluer. Alors il y a maintenant une campagne qui va s'ouvrir. Il y a le ministre de la Défense, que j'ai connu aussi quand il était chef d'état-major. Je pense qu'il représente une forme de continuité. Toujours avec une différence qui peut tenir aux personnalités. Mais enfin, si les candidats, et celui-là en particulier, s'inscrivent dans la logique qu'a ouverte le président Aziz, je pense qu'il y aura toujours de très bons rapports entre la France et la Mauritanie. Avant-dernière question au président Hollande. Tombouctou, vous vous souvenez de ce moment, la foule en liesse, vous êtes accueilli en libérateur, une femme s'est jetée dans vos bras, merci la France. Vous déclarez après que c'était votre plus bon moment politique. Vous maintenez cette déclaration, pourtant votre vie politique a été jalonnée de bons moments. Oui, il y a des grands moments personnels. Être élu président de la République, c'est une joie immense et une responsabilité tout à fait majeure. Mais là, j'avais un bonheur particulier, parce que j'étais à Tombouctou, puis après à Bamako, je voyais des foules qui venaient remercier, non pas le président que j'étais, mais la France, qui criaient « Vive la France !» Et ça me faisait pour mon propre pays une émotion, et bien sûr une fierté. Et c'est là que j'ai dit aussi que la France venait payer sa dette, parce que ce sont des tirailleurs qu'on appelait sénégalais, mais enfin qui étaient... Vous avez d'ailleurs déclaré, je suis là pour honorer une double dette. Une double dette de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, où des hommes sont morts pour la liberté de la France. Donc c'était bien le moins que l'on puisse faire de venir à notre tour pour libérer le Nord Mali du terrorisme, de ce fléau qui est une barbarie. Donc je n'ai pas cherché un intérêt personnel, pas plus qu'un intérêt économique. Quand certains ont dit la France veut poursuivre je ne sais quel avantage dans la région, mais non, les entreprises françaises font ce qu'elles ont à faire, mais nous on ne demande aucune contrepartie, on vient pour donner, pas pour prendre.
Dernière question, François Hollande. La présidence de la République, ça vous tente encore? Ça ne me manque pas au sens, je trouve que c'est légitime quand on a décidé de ne pas être candidat, de ne pas avoir de regrets. Le temps n'est pas au regret. Mais il y a toujours de l'intérêt, celui que je porte à mon pays, à ce qui se passe en Europe et dans le monde, où depuis 18 mois, beaucoup de choses ont changé. Les particularismes, notamment Trump, l'Europe. Exactement, le montée de l'extrême droite, du nationalisme, etc. Donc voilà, je reste sur le qui-vive. François Hollande, merci beaucoup. Merci, à vous.